Bienvenue dans la pause fitness, le podcast sur la musculation, la nutrition et le style de vie. Je vous propose un nouvel épisode tous les mardis à 8h tapantes. Vous pouvez le retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À ce propos, vous pouvez également me laisser une évaluation, c'est ce qui m'aide le plus, directement sur la plateforme de podcast de votre choix. Vous avez également tous les jeudis à 18h sur ma chaîne YouTube Fitness Miss, une vidéo où je réponds à vos questions, ce qui peut vous permettre de mettre un visage sur la voix. Pour ceux qui sont passionnés comme moi, qui aiment bien aller plus loin que les petites recommandations qu'on voit à droite à gauche, je sors tous les dimanches à 10h du matin sur mon site www.fitnessmiss.fr un cours vidéo ou une enquête sur un sujet qui me passionne, que ce soit les hormones, que ce soit l'entraînement, la diététique, le sommeil, peu importe, ce sont toujours des sujets poussés avec un document plus une vidéo pour justement avancer petit à petit chaque semaine. Donc ça, c'est tous les dimanches à 10h sur mon site www.fitnessmiss.fr. Pour ceux qui veulent avoir des programmes ou de la documentation numérique, que ça soit un programme masse, un programme sèche, un programme énergie, j'ai plein de rubriques sur mon site, donc vous pouvez voir le lien directement dans le podcast à la rubrique boutique. Donc c'est tous mes programmes et vous avez justement accès à tout ce que je propose au format numérique. Assez parlé, place au podcast. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de fatigue chronique, de dépendance à la mélatonine et d'hormones de croissance. Alors, pour petit rappel, la mélatonine, c'est un complément qui a été très, très mis en avant ces dernières années. Et alors, il y a certaines personnes qui alertaient un petit peu, et puis d'autres qui, alors on avait les bonnes et les mauvaises alertes, mais on en parlera tout à l'heure dans la version longue. Donc rester en forme aussi à 20, 40 et 60 ans, donc ça c'est ce que j'ai proposé ce week-end. Pour ceux qui ont envie de se remettre en forme, donc quel objectif viser selon ta décennie, pourquoi ce qui marche à 25 devient inefficace à 45, quel complément alimentaire est vraiment utile à ton âge et lesquels sont une perte d'argent, l'alimentation à travers les décennies, le type d'entraînement qui te fait progresser à ton âge précis et celui qui t'use sans rien t'apporter, pourquoi ton moral et ta motivation changent avec les décennies et comment garder la flamme à tout âge. Le cours vidéo, il fait à peu près 1h24 et le PDF, il fait une quarantaine de pages avec toutes les notes. Donc tu peux vraiment écouter en mode passif ou passive, puisque c'est homme-femme, et toutes les notes sont prises pour toi. Voilà. Donc si ça t'intéresse, si tu as envie de te remettre en forme ou de rester en forme, parce que il y a la remise, mais il y a le maintien de la forme à 20, 40 et 60, et même plus, puisque vous verrez que tout est tranché par décennie. Je te mets le lien dans les notes de ce podcast pour aller voir tout ce contenu et tout ce programme-là. Voilà. Sinon, petit avertissement, je sais pas, alors j'ai pas les statistiques réelles, mais je crois que c'est à peu près 2 à 3 chutes par 1000 heures de course à pied. Ce week-end, je suis sorti courir et j'ai trébuché, j'ai tapé sur une pierre. Vous savez, un peu comme quand il y a des racines d'arbres qui sortent. Là, c'était un caillou qui sortait. Et je suis tombé. Pourtant, j'ai l'habitude de tomber avec le skate et je vous garantis que quand on tombe en skate, c'est pas une fois de temps en temps, c'est à chaque sortie, plusieurs fois. Là, ça m'a surpris parce que je me suis fait quand même assez mal à l'épaule, à la main et au pied. Et je regardais les statistiques et c'est vrai que les statistiques sont pour la course. Alors moi, je fais de la course à pied forêt, c'est pas sur une piste ou autre. Donc du coup, c'est juste pour dire que voilà, d'un truc tout bête, on sort faire du sport. J'ai fait une chute et du coup, j'ai le pied aujourd'hui qui est un peu à la ramasse, la main, puisque la main a bien pris, l'épaule et pas le coude, mais beaucoup l'épaule, donc je pense que j'ai une petite entorse et la main. Donc pour le sport là ce soir, je vais voir avec quoi je vais pouvoir m'entraîner sans détériorer tout ça. Donc à mon avis, ça va être beaucoup d'abdos, du travail certainement du bas du corps. Là, je vais profiter pour faire les cuisses, mais je pourrais pas
Je pourrais pas, comment dire, faire je peux pas, par exemple, mettre la barre à squat sur les épaules, quoi, et ni, le soulevé de terre, parce que mon épaule, me pardonnera pas ça, enfin l'articulation va pas être d'accord. Donc je vais voir comment je vais faire pour m'entraîner. Je vais y arriver, hein, puisque j'ai une machine de leg extension, leg curl, puis il y a d'autres techniques, pour entraîner les jambes, les mollets et tout, sans utiliser le haut du corps du tout. Et heu et donc voilà, quoi. Puis les abdos, les lombaires, les avant-bras, tout un tas de groupes musculaires qu'on peut entraîner, comme ça. Donc j'espère, souhaitez-le moi s'il vous plaît, que ça dure moins d'une semaine, parce que, heu, pour moi, c'est pas une excuse pour arrêter de m'entraîner. Et si je fais les cuisses tous les jours, alors moi j'ai une technique quand il y a comme ça, parce que ça c'est pas la première fois que je me blesse, c'est pas la première fois que je tombe. Alors en course à pied oui, mais je suis déjà tombé en vélo, je suis déjà tombé, comme je vous disais, quand je faisais du skate là, juste après le Covid, là, j'ai fait pas mal de skate pendant 1 an et demi, où j'ai repris un niveau d'adolescent, un bon niveau, hein, pour mon âge que j'avais, enfin un bon niveau, ça un niveau correct, quoi. Vous pouvez voir les sur Insta les stories, je pense. Heu on chute tout le temps, quoi, quand on est en mode apprentissage. Et c'est vrai que quand on fait des chutes qui viennent handicaper le sport de prédilection, pour moi, c'est la muscu, c'est un peu dérangeant. Donc j'ai l'habitude de ça. Et et à chaque fois, faut composer. Donc c'est pour ça, quand on n'a plus que, heu, quelques groupes musculaires et quelques angles de travail, faut pas tous les faire à la même séance. Mieux vaut aller à fond sur un angle, le lendemain aller à fond sur un autre. Comme ça permet de pouvoir s'entraîner un peu tous les jours. Parce que si, par exemple, aujourd'hui, je faisais, à fond les abdos, à fond les ischios, à fond les quadris sur ma machine, demain, je peux plus rien faire et j'ai des courbatures partout. Donc du coup, si je vais faire à fond un angle des abdos et un angle des cuisses. Et demain, je pourrais faire à fond un autre angle des abdos et un autre angle des cuisses, par exemple. Et en faisant ça, ça vous permet de pouvoir vous entraîner tous les jours quand vous êtes passionné et que pour vous, c'est une forme de drogue de vous sportiver, j'allais dire, de vous entraîner, quoi. Voilà. Bon, ceci n'est pas, le podcast. Le podcast, c'est ça. Donc mélatonine et dépendance, faut-il s'inquiéter de cet allié du sommeil? Alors, on va pas s'en inquiéter de la nôtre, qui est naturellement produite à la tombée de la nuit, mais là, en fait, ils ont observé que la mélatonine s'impose comme l'un des compléments les plus vendus au monde pour mieux dormir. C'était pas le cas, hein, il y a encore quelques années, mais la popularité d'un produit ne garantit pas son innocuité, surtout lorsqu'elle est consommée chaque soir. L'article de Mind Body Green rappelle que ce supplément, présenté comme une solution miracle, peut créer une forme de dépendance psychologique où l'on croit ne plus pouvoir dormir sans lui. Donc en fait, vous savez, il y a eu beaucoup de mises en garde par rapport à la mélatonine parce que, comme toute hormone pro-hormone, quand on vient l'ajouter de manière, exogène, donc par l'extérieur, on peut pénaliser la production endogène, donc qui vient de l'intérieur. Donc en gros, le corps aimant le confort, le cerveau aimant le confort, s'il voit qu'une substance circule dans l'organisme sans qu'il ait besoin d'en produire, il va tirer le frein à main sur sa production. C'est ce qui se passe pour tout un tas d'hormones et la mélatonine ne devrait pas y échapper. Donc, selon cette analyse, l'usage quotidien de mélatonine pourrait brouiller les signaux naturels du corps et nuire à la production interne de cette hormone du sommeil. Donc les experts, je sais pas qui c'est, hein, mais les experts recommandent donc de l'utiliser uniquement sur des courtes périodes, par exemple après un décalage horaire ou lors de nuits particulièrement perturbées, mais pas comme une habitude durable. Moi, je suis assez, d'accord avec ça parce que le comment dire? Alors moi, j'ai jamais pris sur des longues périodes. C'est plutôt, par exemple, sur des périodes courtes, type, une période un peu stressante ou une période où on a pris, de mauvaises habitudes d'endormissement, ce qui m'arrive quasiment plus en ce moment, mais de me coucher vraiment très tard. Je crois que le maxi où je me couche, actuellement, c'est 1 heure, 2 heures, quand on reçoit du monde ou on va chez des amis ou des choses comme ça, mais au-delà, jamais. Et c'est assez ponctuel. Sinon, moi, je suis toujours couché avant minuit largement, quoi, donc il y a pas trop ce problème de décalage. Mais par contre, on peut avoir, admettons, je prends un exemple concret. Samedi soir, vous recevez du monde, vous allez chez des amis, vous sortez, peu importe.
et vous vous couchez vers 2-3 heures du matin. Vous rentrez, vous dormez et le matin, en vous réveillant, au lieu d'être réveillé à 6h30, 7h, vous vous rendez compte que vous vous réveillez à 9h30, 10h. Le problème, c'est que le soir, vous allez avoir du mal à tout de suite retrouver votre rythme de sommeil d'avant la sortie. Et là, ça peut être intéressant de prendre de la mélatonine pour essayer de trouver le sommeil plus tôt. Heu, mais après, c'est pas plus que ça, quoi. Ah, mais il y a des gens qui en profitent vraiment parce que, ils ont alors ça marche beaucoup pour ceux qui ont des insomnies d'endormissement, hein. Pour rappel, les insomnies d'endormissement, c'est l'incapacité de s'endormir le soir. Après vous avez les insomnies de comment dire? De réveil. Moi je suis sujet aux insomnies de réveil, si je dois faire des insomnies, ce sont celles-là. C'est-à-dire qu'on se réveille trop tôt le matin et ça en fait, c'est lié à son chronotype. Si on est plutôt du soir, donc avoir la patate le soir et avoir la tête à l'envers le matin, et ben, on est plutôt chronotype du soir, donc on aura potentiellement plus facilement des insomnies d'endormissement. Alors que si on est plutôt du matin comme moi, on va avoir des insomnies d'éveil, de réveil, donc et au lieu de se réveiller à 5h30, 6h, on va se réveiller à 4h, 4h30, quoi. Et dans les 2 cas, c'est chiant, hein, je dis pas. Mais par exemple, la mélatonine ne sert à rien quand on a des insomnies d'éveil, enfin de réveil. Pourquoi? Parce que les insomnies de réveil, la mélatonine, elle s'est barrée, quoi. Et alors il y en a bien à diffusion lente, ou même différée. Honnêtement, j'ai pas essayé, faudrait qu'on me dise, mais ça, par exemple, moi, la mélato vu que moi je suis quelqu'un du matin, je tombe comme une souche le soir sans mélatonine. Donc si je prends de la mélatonine en plus, ce qui peut m'arriver des fois, quand, je vous dis un petit décalage ou quelque chose comme ça, j'ai l'impression d'avoir picolé, quoi. Tellement que j'ai l'impression d'avoir double dose. Donc c'est pour ça, moi, chez moi, la mélatonine, je suis hyper sensible à la mélatonine. Je prends 0,5 milligrammes pour savoir la dose, maximum en complément alimentaire. En France, je crois que c'est 1,9 milligrammes. Mais il y en a qui en prennent plus, enfin voilà. Moi, 1 milligramme, déjà, c'est trop, quoi. Il faut que je coupe en 2 parce que je suis hyper sensible à la mélatonine, en tout cas le soir. Voilà. Donc c'est pas parce que c'est en vente libre que ça doit être quotidien. Ça vous viendrait pas à l'idée de prendre, une aspirine tous les jours ou de prendre, je sais pas moi, un médoc, quotidiennement. Alors vous allez me dire: «C'est pas la même chose, c'est pas une hormone», mais laissons faire, enfin, ne déshabitu il faut pas déshabituer pardon son corps à utiliser la mélatonine. Je sais qu'on est dans un monde où on veut tout hacker en se disant: «Mais je vais hacker le système, je vais, heu, prendre de la mélatonine comme ça me permettra de pouvoir regarder les écrans le soir et de trouver quand même le sommeil». Alors la réflexion, elle est juste, sauf que, c'est la même chose que de se dire, je vais, manger un gros fast-food, mais c'est pas grave, derrière, je vais aller faire, 3 tours de terrain en courant. Heu, c'est pas la c'est comment dire? C'est on use le corps prend quand même l'usure dans la tête de la malbouffe, comme il prend l'usure, à travers les yeux et le cerveau et cetera, des écrans le soir, quoi. Donc et puis, compenser le chimique par enfin l'artificiel par de l'artificiel, je sais pas si c'est bien, quoi. Sujet suivant, il y a 7 molécules sanguines qui sont liées à la fatigue chronique, donc une piste pour mieux comprendre le sommeil. Alors je vais vous lire et puis j'en discute un petit peu après. Donc il y a un tiers des Américains qui se plaint de somnolence excessive en journée, donc ce qu'on appelle nous en France la tête dans le cul, hein, on peut dire les choses telles qu'elles sont, mais cette fatigue persistante, appelée somnolence diurne excessive, augmente le risque de maladies cardiovasculaires, d'obésité et de diabète. Des chercheurs du Mass General Brigham et du Beth Israel Diaconess Medical Center j'ai un tel accent qu'on pourrait en faire de l'ASMR, viennent de publier dans Lancet e-Biomedicine une étude d'envergure sur 6000 participants qui met en lumière un facteur biologique inattendu. Donc les chercheurs ont identifié cette molécule présente dans le sang, appelée métabolite, directement associée à la somnolence diurne excessive, donc à la fatigue chronique, quoi. 3 autres varient, selon le sexe, donc parmi elles, les acides gras oméga 3 et oméga 6 fréquents dans les régimes de type méditerranéen,
semblait réduire le risque de fatigue. À l'inverse, la tyramine, présente dans certains aliments fermentés ou trop mûrs, accroît la somnolence, surtout chez les hommes. Des hormones comme la progestérone influenceraient également ce mécanisme en lien avec la mélatonine. Alors, les aliments fermentés ou trop mûrs, alors fermentés, est-ce que je serais curieux de voir s'il n'y a pas un lien avec ces fameux, produits laitiers qui aideraient à dormir. Mais les aliments parce qu'il y a des ferments lactiques, hein, donc c'est fermenté des yaourts, par exemple. Je prends les yaourts, hein, je prends pas tous les produits laitiers et là, par exemple, c'est de voir que est-ce que vous êtes sujet à la somnolence, si vous mangez un petit peu de chou fermenté le midi et d'essayer d'en tirer des conclusions. Alors je sais, c'est toujours difficile de pas se goinfrer, un bon effet placebo ou nocebo quand on entend quelque chose. Heu, Par exemple, si je vous dis, que les aliments fermentés, ça va vous faire somnoler et qu'à midi, vous allez avoir un peu d'aliments fermentés dans votre assiette, vous allez être beaucoup plus sensible aux effets de la fatigue l'après-midi et les associer à ça. Et c'est très difficile de réussir à prendre la dose de recul suffisante et de se dire: «OK, est-ce que cette fatigue, je l'ai pas aussi en temps normal?» Même quand je mange pas, d'aliments comme ça. Donc ce que je vous recommande de faire, si vous voulez faire des vrais tests, c'est de sur un coin d'une feuille de papier, d'une enveloppe qui traîne sur votre bureau ou autre, ou dans votre téléphone, 1 heure après ou 1 heure ou 2 heures après le repas, du midi, si vous avez eu des aliments, fermentés, vous notez votre niveau d'éveil de 1 à 10. Le lendemain, quand vous n'aurez pas d'aliments fermentés, vous notez aussi votre niveau d'éveil de 1 à 10 dans les mêmes conditions, c'est-à-dire caféiné de la même façon, quand vous avez dormi, à peu près le nombre d'heures également, quoi. Ça vous permettra de voir, si c'est vrai ou pas. Alors les acides gras oméga 3, oméga 6, évidemment, c'est pas, l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, mais pas l'un et l'autre, de manière, égale, avec des ratios, intéressants. Donc, égal, ça serait l'idéal, mais, malheureusement, Tintin pour avoir une dose d'oméga 3 satisfaisante aujourd'hui en 2025, alors on peut, mais, ou faut se goinfrer de capsules, parce qu'en fait la méthode poisson ça marche plus, quoi. Parce que la méthode poisson, alors moi j'en mange, hein, je vais manger 1 ou 2 poissons gras par semaine, mais la problématique, voire peut-être 3 même, la problématique c'est que métaux lourds, microplastiques. Donc est-ce qu'en apportant des oméga 3, on n'apporte pas aussi, d'autres saloperies? C'est pour ça que les compléments alimentaires d'oméga 3, les spécialistes aujourd'hui, ils disent que s'il y a bien des compléments alimentaires qui devient beaucoup plus intéressant de le prendre sous forme de supplément que sous forme d'aliment, c'est bien les oméga 3 dépollués avec un Totox, raisonnable, c'est-à-dire un niveau d'oxydation de mise en capsule, assez récent par rapport au moment où il va se retrouver dans votre frigo, conservé également au frais et à l'abri de la lumière pour éviter toute cette oxydation. Là, ça peut être intéressant, mais enfin voilà, quoi. Donc il y a tout un tas de choses qui participent à la fatigue chronique. Alors on aurait aimé avoir un peu plus d'informations quand même sur les molécules, mais eux, ils disent qu'ils ont recueilli 877 métabolites et l'équipe a utilisé des échantillons blablabla. Et ce qui remonte le plus, c'est que c'est les acides gras oméga 3, oméga 6. Comme je disais, on a aussi donc, ce que je disais donc, la tyramine qu'on va retrouver dans les aliments fermentés ou, les aliments trop mûrs. Les métabolites des stéroïdes sexuels comme la progestérone étaient associés à des processus liés au sommeil tels que la production de mélatonine. Donc en fait, si tu produis de la mélatonine dans la journée, ça peut être aussi pour ça que tu as la tête dans les fesses, hein. Et après, ils précisent pas trop sur d'autres choses. Donc, mais bon, déjà, ça donne quand même 3 indications. Le aliment fermenté, oméga 3, oméga 6 et progestérone, pour pouvoir, essayer de moduler ça. Alors, ou, de manière hormonale si on le peut, si ça peut être traitable, j'en sais rien, hein, au moins pour la progestérone. Et puis après au niveau comment dire, de l'équilibre oméga 3, oméga 6 et des aliments fermentés. Alors n'oubliez pas les aliments fermentés, ça peut être aussi du fromage, heu, certains qui vont bouffer de la charcute, mais globalement, je vais vous dire dans quoi on trouve de la tyramine.
Alors déjà, pour rappel, c'est la tyramine, en fait, c'est issu de la dégradation, pardon, de la tyrosine. Et c'est marrant parce que donc la tyrosine est un acide aminé qu'on prend plutôt pour se booster. Puisque c'est quoi? C'est précurseur de la dopamine, il me semble. Et quand ça fermente, bah, ça fait l'effet inverse. Donc si vous mangez des aliments vieillis, fermentés ou mal conservés, la tyrosine peut se dégrader, se convertir en tyramine, se dégrader en tyramine et donc créer de la somnolence. Donc les aliments les plus riches en tyramine, on va avoir les fromages affinés, tous les bleus, roquefort, gorgonzola, cheddar, parmesan, camembert. Donc plus le fromage il est vieilli, plus il est riche en tyramine. Ensuite, ce que je vous disais, on va avoir ce qui est charcuterie et viande transformée, donc les salamis, pepperoni, saucissons secs, jambon cru, mortadelle, les viandes fumées ou fermentées également. Ensuite, pour ceux qui mangent un peu plus sainement, parce que là, les 2 premiers trucs, je pense pas que quand on fait du fitness, charcutes et fromage, sauf si on se fait une planche avec les copains de temps en temps, sinon on en mange pas très souvent. On va avoir les produits fermentés plus sains comme la choucroute, le kimchi, miso, tempeh, sauce soja, vous savez la sauce, bon j'ai perdu le nom, on s'en fout, et nuoc mam. Donc tout ça, ça va être, fermenté et peut-être plus souvent consommé par un pratiquant de fitness, quelqu'un qui veut faire attention. Donc, puis il faut faire attention, on est dans le boom des aliments fermentés en ce moment. Il y a les poissons et les fruits de mer mal conservés ou fermentés comme anchois, harengs marinés et sardines fermentées. Les boissons, comme les bières et les vins rouges également ou le saké. Et après, d'autres sources, si vous mangez beaucoup de bananes mûres, d'avocats très mûrs, de chocolat noir, mais il y en a un tout petit peu, hein, et de certains fruits secs, figues et raisins, il peut y en avoir aussi. Donc ça, ce sont les aliments qui potentiellement pourraient, rendre somnolent. Alors, il y a des aliments, c'est pas grave. Si on les mange le soir, par exemple, si vous mangez 1 ou 2 carrés de chocolat noir le soir et qu'après vous êtes fatigué, bah, tant mieux, vous allez dormir. Mais si vous le mangez le midi, problème. Enfin problème, non, c'est pas un problème, si vous êtes pas sensible à ça, mais vous pouvez avoir de la somnolence. Mais si vous cumulez un peu de choucroute ou de kimchi, d'aliments fermentés, en plus de ça, vous faites un petit morceau de fromage. En plus de ça, vous avez un avocat un peu mûr et un carré de chocolat noir, bah, là, vous pouvez peut-être avoir beaucoup de tyramine et donc potentiellement la tête un peu dans les fesses, après le repas. Donc voilà, moi je pensais que c'était intéressant d'en parler parce qu'on parle beaucoup des aliments, probiotiques, fermentés, tout ça, c'est génial, c'est magique. Mais il faut pas oublier, est-ce que c'est magique? Est-ce que ça a pas d'effets secondaires? Alors évidemment, c'est très bien les probiotiques, hein. Moi j'irai jamais contre puisque, pour la population intestinale, c'est quand même la clé. Et puis pas que pour ça d'ailleurs, pour l'immunité, pour tout un tas de choses. Mais peut-être que c'est peut-être plus intéressant, je sais pas moi, de les consommer, au dîner qu'au repas du matin ou au repas du midi. Je donne juste une réflexion, quoi. Allez, sujet suivant, le commutateur du sommeil. Vous avez vu, c'est spécial sommeil, hein, qui régule muscles, métabolisme et cerveau. Donc on va parler aussi d'hormones de croissance, hein. Donc tout culturiste le sait, un sommeil profond favorise la production d'hormones de croissance, essentielles pour bâtir des muscles, renforcer les os et brûler du gras. Vous voyez que c'est une hormone ambidextre qui peut à la fois faire prendre du muscle et à la fois faire perdre du gras et renforcer les os. Mais pourquoi le manque de sommeil, surtout en phase de sommeil profond non paradoxal, donc c'est le sommeil non-REM sleep, là que vous savez, où on n'a pas les yeux qui suivent une balle de tennis, réduit ce précieux signal hormonal? Des chercheurs de l'Université de Californie à Berkeley lèvent le voile dans une étude parue dans la revue Cell. Donc Cell, comme Cell, hein, Cell, Dragon Ball Z, hein, pareil, CE2L. Donc cellules. Ils ont découvert un mécanisme de rétroaction inédit dans le cerveau qui équilibre finement la sécrétion d'hormones de croissance pendant le sommeil. En enregistrant directement l'activité neuronale chez la souris, l'équipe a montré que 2 types de neurones, donc ceux qui libèrent la somatostatine, donc l'inhibiteur, et ceux qui libèrent l'hormone GHRH, stimulant. Donc il y a la somatostatine qui va inhiber, réduire la libération d'hormones de croissance, et la GHRH qui va
stimuler l'hormone de croissance. Donc tout ça, ça orchestre ensemble cette libération avec des rythmes différents selon le sommeil paradoxal et non paradoxal. Donc l'hormone de croissance agit ensuite sur une zone du tronc cérébral, le locus coeruleus. Ah, rappelez-vous, locus coeruleus dans Big Bang Theory, quand il doit ouvrir, enfin l'enlever dans le cerveau d'Amy, du laboratoire où travaille Amy, là, Sheldon, impliqué dans l'éveil, l'attention et la cognition. Cette boucle crée une sorte d'équilibre yin et yang. Trop peu de sommeil freine la libération d'hormones de croissance. Donc potentiellement, on prend moins de muscles, on perd moins de graisse. Tandis qu'un excès de cette hormone stimule paradoxalement le réveil. Paradoxalement, pardon, le réveil. Donc, vous savez, c'est ce que on voit ça tout à l'heure avec on voyait ça tout à l'heure avec la mélatonine, mais là c'est pareil. Si vous avez trop d'hormones stimulantes, donc GHRH, c'est pas bon parce que vous allez sortir du sommeil, donc manquer de récupération, etc. Et si vous avez trop de somatostatine, donc l'inhibiteur, vous allez avoir trop peu d'hormones de croissance. Donc vous allez dormir, mais vous n'allez pas produire suffisamment d'hormones de croissance et donc pas prendre de muscles, pas perdre de gras, enfin pas assez en tout cas. C'est pas, mais c'est pas assez. Donc il faut ce bon équilibre et le manque de sommeil, surtout en phase de sommeil profond non paradoxal. Et c'est marrant parce que souvent on se dit j'ai bien dormi, j'ai rêvé, j'ai dormi profondément, j'ai fait des rêves et tout. Ça n'a rien à voir. De faire des rêves intenses où on s'en rappelle le lendemain, ça veut pas dire qu'on a dormi profondément. Ça veut dire qu'on a eu une bonne quantité de sommeil paradoxal. Et vous verrez souvent quand vous faites la grasse mat le week-end, vous avez beaucoup de rêves. Et si vous regardez d'ailleurs votre montre, si elle traque le sommeil, elle vous dira grosse phase de sommeil paradoxal. Moi, c'est le cas sur ma montre, elle me dit les phases que je peux avoir comme ça. Nous, ce qu'on veut, si on veut bien récupérer, c'est avoir du profond très long. Et le profond très long, j'ai fait pas mal de tests. Je vous garantis que si vous voulez avoir le profond le plus long possible, couchez-vous entre 21h et 22h30. Et si là vous avez les cheveux qui se dressent en vous disant à 22h30 j'ai même pas fini de dîner, bon déjà vous avez un problème. Non, je déconne. Mais bon, c'est chacun son rythme, hein. Mais alors faites juste le test une fois sur une nuit, sur une soirée, et vous verrez. Vous verrez que le lendemain vous aurez plus d'énergie. Et ça, que vous soyez du soir, du matin, de ce que vous voulez. Parce que souvent il y a des gens, ils ont tendance à penser que être du soir, un chronotype du soir, c'est pouvoir se coucher à 2h du matin et faire la grasse mat jusqu'à 9h30, 10h. Et être du matin, c'est se lever à 5h30 et être couché à 21h. C'est faux. C'est faux. En fait, c'est juste des tendances. C'est des tendances. Vous n'êtes pas à plus ou moins 3-4 heures de différence entre le chronotype du matin et du soir. C'est des petites variations. Parce que vous imaginez bien que s'il y avait des tendances aussi élevées, des différences aussi élevées, on serait presque des êtres différents, quoi. On le voit, moi je remarque quelque chose. La personne du soir, comme moi, enfin du soir, pas du soir, pas éveillé du soir, mais quand je dis du soir là, c'est pour le coup, c'est de s'endor s'en où je m'endors facilement le soir. Moi, je suis une personne chronotype du matin qui s'endort facilement le soir. Moi, par exemple, si je prends un café, je vais dîner chez des amis, je prends un café, je rentre, je dors, mais sommeil de plomb. Alors évidemment, mon sommeil n'aura pas été aussi parfait que si j'avais pas eu de caféine. Mais par contre, j'ai pas de problème pour m'endormir. Et on voit souvent que les personnes qui sont du matin, donc le café du matin les réveille pas. Moi, par exemple, mon café du matin, je le prends par habitude, mais je sens pas un réel coup de boost. Par contre, si ma soirée traîne un petit peu, j'aime bien prendre un café pour m'éveiller, si je dois reprendre la route derrière et tout, quoi. Alors qu'une personne qui est chronotype du soir, c'est souvent une personne qui va beaucoup se caféiner dès le matin. Prendre plein de café, quoi, pour ouvrir les yeux, pour pas avoir la tête dans les fesses, quoi, tout simplement. Donc et par contre, le soir, il en aura pas trop besoin parce que c'est plutôt une pile, il a de l'énergie, il a plein de cortisol et tout, il peut aller faire la fête, enfin bon bref, voilà, quoi. Donc l'hormone l'hormone de croissance, hein, qui agit sur le tronc cérébral, il faut absolument avoir cet équilibre yin-yang et trop peu de sommeil freine la libération de l'hormone, tandis qu'un excès de cette hormone stimule paradoxalement le réveil. Donc c'est vraiment, on ne sait pas trop quoi faire et moi ce que je vous recommande, avec ma petite expérience, de pratiquant,
de muscu et de recherche sur le sommeil et tout, c'est qu'effectivement, d'essayer de suivre les rythmes de lumière-obscurité, ça marche bien, quoi. De se réveiller avec le soleil, de se coucher. Alors, se coucher avec l'obscurité, c'est plus possible aujourd'hui, mais on essaye de se coucher le plus tôt possible, quoi. Voilà. Je rappelle, hein, pour rester en forme, 20, 40 et 60, donc là, c'est un gros contenu si ça vous intéresse. Vous avez 1h24 en audio, à suivre, audio et vidéo, hein, enfin audio, si vous avez pas envie de me regarder, vous me regardez pas, hein, tout simplement, vous écoutez. Et donc là, on parle vraiment des types d'entraînement en fonction des âges. Par exemple, c'est ce que je disais, mais vous savez que quand, à 20 ans, ce qui va manquer le plus vite si vous faites un effort intense, ça va être du glycogène. Par contre, à 40 ans, ce qui va manquer le plus vite, c'est de la créatine. Donc en fonction de l'âge que vous avez, si vous voulez performer lors d'une séance de muscu, il y en a un, il va plutôt falloir qu'il se charge un peu en créatine. Quand je dis qu'il se charge, ça veut dire qu'il ait de la créatine, et l'autre qui va plutôt avoir besoin d'avoir des stocks de glycogène. Et ça, moi je l'ai lu nulle part, hein. Je vous le dis, les recherches en parlent, mais c'est pas dans les magazines de muscu ou dans les vidéos YouTube que vous allez en entendre parler. Et pourtant, ce sont des choses qui peuvent aider à performer en fonction de l'âge. Si vous êtes dans la quarantaine ou dans la vingtaine, pour performer à l'entraînement, c'est pas la même chose. Donc toutes ces genres de choses, ce genre de détails, moi, ça m'intéresse parce que je traverse les décennies comme vous, hein. J'ai pas bloqué mon âge à 25 ans, au top. Non, moi, c'était 27 ans. Je pense le top du top, au niveau, peu de douleur, beaucoup d'énergie, etc. Et après, on compose, en fait, avec tout ça. Et c'est vrai que moi, j'ai envie de pouvoir m'entraîner jusqu'à la fin. Donc, forcément, j'ai envie de savoir ce qu'il faut faire. Donc, ça me concerne moi avant tout, hein. Toutes ces choses-là que je fais, moi, c'est avant tout pour moi. Et après, quand j'ai suffisamment cartographié le sujet et j'ai quelque chose à vous proposer d'intéressant, j'en fais un cours. Et là, c'est le cas. Vous avez 1h24 plus un PDF avec toutes les notes pour rester en forme à 20, 40 et 60. Donc, je ne sais pas dans quelle décennie vous êtes aujourd'hui, mais il y aura forcément des infos qui vous concerneront et qui ne seront pas les mêmes que votre fils ou votre père ou peu importe. Voilà. Donc voilà, le lien est dans les notes de ce podcast. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tout de suite, si vous basculez sur le cours, restez en forme à 20, 40 et 60. Et sinon, je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Bye bye. Merci d'avoir écouté cet épisode. Alors, avant de partir, j'avais juste quelque chose à vous partager. C'est vrai que vous avez peut-être des temps morts à meubler, que ce soit des temps de trajet dans les transports en commun, du cardio un petit peu long sur un tapis de course, ou alors tout simplement envie de remplacer les programmes que vous avez la soirée pour de l'apprentissage. Vous êtes peut-être adepte des émissions, des documentaires, des reportages, etc. Sauf que dans le monde de la musculation, de la nutrition, du développement, d'un mode de vie sain, etc. C'est un peu maigre en contenu dans les médias grand public. Et donc, ce que je vous propose, moi, personnellement, c'est d'aller faire un tour dans la bibliothèque alors, c'est un Netflix version fitness privée qui vous coûtera moins cher qu'un lavage auto au rouleau par mois. Et là, vous avez vraiment tous les sujets. Alors, c'est plein de cours que je propose. Il y en a déjà plus de 300. Ce sont sur le sommeil, sur les hormones, sur la nutrition. Donc ça peut être pourquoi on a faim, pourquoi on n'arrive pas à tenir un régime, comment faire, quelles sont les solutions, mais aussi d'anatomie pour l'entraînement, des programmes d'entraînement. Donc tout ce qui est lié à la perte de graisse, si vous avez du gras sur le bas du ventre depuis des années, ou alors si vous avez du mal à prendre de la masse musculaire, tous ces sujets du plus connu, entre guillemets, du plus recherché au plus pointu, tous ces sujets sont largement abordés dans cet espace VIP. Donc, pour rappel, pour y accéder, vous avez un lien en description. Si vous ne le trouvez pas, vous allez sur www.fitnessmiss.fr et vous faites devenir membre. Voilà, vous trouverez sur le site. Et vous accédez à ce contenu caché que vous pourrez écouter partout. Voilà, je vous laisse ici. Très bonne fin de journée à tous.